Bonjour tout le monde. Je suis Jacob Hart, actuellement doctorant à l'université d'Huddersfield en Angleterre. Je fais mes recherches au sein du projet Flucoma, qui est un projet financé par l'ERC à Huddersfield, qui existe maintenant depuis environ 4 ans. Donc, Flucoma veut dire Fluid Corpus Manipulation. C'est donc un projet qui vise principalement à apporter certains outils aux programmeurs créatifs pour faciliter la manipulation et la navigation de grandes quantités de données audio. Ça prend la forme d'un ensemble d'objets pour Max, SuperCollider, Pure Data et aussi le terminal, qui facilite l'utilisation d'algorithmes de décomposition dans le temps et le spectre, les descripteurs, les algorithmes de réduction de la dimensionnalité, les réseaux de neurones artificiels et l'apprentissage automatique au sein de ces environnements. Il y a un groupe de 9 artistes à qui on a demandé de créer une pièce chacun utilisant ces outils. Et mon rôle dans le projet et le sujet de mes recherches s'agit de suivre et d'analyser le processus créatif de ces artistes. Bien entendu, cela m'offre une position assez peu courante de proximité avec les artistes, avec un accès facile à beaucoup de sources, notamment leurs patchs. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'une étape dans la méthodologie que j'élabore, celle qu'il s'agit d'identifier et d'analyser les potentialités sonores d'un instrument numérique. Je parlerai rapidement du fond théorique et les raisons pour lesquelles je souhaite faire cela. Puis, je vous montrerai comment je m'y suis pris et mes premiers résultats illustrés avec l'instrument d'un des artistes du projet, Rodrigo Constanzo. En effet, dans l'article que j'ai écrit pour Jim 2020, je montre déjà quelques premiers résultats. Néanmoins, plusieurs choses ont évolué depuis, notamment l'instrument en question, mais aussi les outils que j'ai moi-même créés pour étudier cela. Et il y a eu la fameuse performance où cet instrument s'est déployé lors de HCMF 2012 au mois de novembre l'année dernière. Est-ce que ça va changer de slide? Voilà. Au cœur de ma pensée musicologique et ma manière d'approcher les choses, il y a l'idée de considérer la musique en tant que verbe plutôt qu'en tant que nom, quelque chose qui se fait plutôt qu'une chose qui est. Une notion notamment développée par Christopher Small, qui inventa le terme musicking et qui a eu, à mon avis, une influence considérable sur la musicologie récente. Cela me pousse à envisager la pratique artistique et notamment la pratique musicale, non pas comme la production d'une chose, mais comme la configuration et la mise en relation de divers réseaux dans lesquels il se passe des choses à certains moments. Donc, ces idées d'agencement de choses, de processus et cet éloignement de la figure de l'artiste génie créateur ne sont en aucun cas nouvelles, mais rappelons-le, ne semblent aucunement être les idées prévalentes dans la conscience collective contemporaine. Enfin, ce n'est pas l'idée, le sujet d'aujourd'hui. Donc, cette perspective m'a naturellement conduit vers des idées comme la théorie de l'acteur réseau de la tour, les meshworks de Tim Ingold ou encore l'idée de mousse chez Peter Sloterdijk. Ce sont 3 manières intéressantes de considérer le social. Chacune propose des points forts et des points faibles. Ma recherche tente en quelque sorte de s'insérer dans cette lignée en répondant à une question sous-jacente dans ces théories et qui reste jusqu'alors traitée de manière insatisfaisante, celle du temps. Donc, effectivement, c'est peut-être le grand reproche qu'on a pu faire à la tour, c'est de ne pas tenir compte du temps dans ces théories. Ingold le traite déjà mieux avec un focus sur le processus plutôt que les objets, mais cela reste néanmoins une perspective rétroactive sur le temps qui ne peut tenir compte de ce qui ne peut que tenir compte de ce qui est passé et non ce qui peut passer. Sloterdijk propose une vision assez singulière, intéressante sur le temps qui sera intimement lié à l'érosion fatale des choses qui mène vers le néant. Néanmoins, je souhaite accéder à une perspective qui me permettrait de concevoir l'ensemble des possibilités d'un réseau, ce qui peut nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, d'où ma volonté d'accéder à l'ensemble de potentialités sonores d'un instrument. Ce n'est pas la première fois que ces théories se sont déployées dans un cadre musicologique. Néanmoins, leur utilisation reste relativement rare. On peut citer notamment Benjamin Picoult, qui propose une application de la théorie de l'acteur réseau dans le cadre de l'étude de l'histoire musicale. Et ces idées sont, à mon avis, au cœur de la pensée de personnes comme Georgina Born, qui a une influence considérable non seulement sur la musicologie contemporaine, mais aussi sur l'anthropologie et la sociologie.
Il me semble toutefois qu'une application quasi littérale de ces idées ne s'est pas encore faite en musicologie. J'utilise le mot littéral car d'autres étapes de ma méthodologie consistent effectivement à construire de véritables réseaux grâce à des outils informatiques empruntés aux sciences dures et sociologiques comme Cytoscape, et de naviguer et d'interroger ces réseaux. Enfin, je souhaite à présent plutôt illustrer ces idées avec des exemples concrets. Donc, avant de commencer, je considérerais que, bien entendu, il y a diverses manières que l'on pourrait essayer d'accéder à l'ensemble de potentialités sonores d'un instrument. En effet, les méthodes que nous allons mettre en œuvre seront influencées par la nature du sujet et aussi par les sources disponibles. Il s'est fait que, dans ce cas, j'avais accès à énormément de choses, ce qui a permis la mise en œuvre de certaines méthodes qui ne seront pas toujours reproductibles. Je reviendrai plus loin sur cette idée et discuterai d'autres manières possibles d'approcher la question. Donc, commençons par regarder quels sont les éléments qui composent cet instrument. Les frontières duquel sont bien entendu floues. Ici, nous voyons un aperçu du réseau, là, mais je pense que ça peut être plus utile de voir une image pour comprendre plus rapidement de quoi il s'agit. Donc, tout est centré autour d'une caisse claire et d'une grosse caisse. On pourrait effectivement considérer Constanzo comme en partie percussionniste, même si je suis certain que ce genre d'étiquette ne lui plaira pas du tout. En tout cas, quand nous comprenons ce qui se passe vraiment dans cet instrument et nous considérons l'étendue des différentes pratiques auxquelles Constanzo s'acharne, ce type de nom nous frappe comme étant quelque peu réducteur. Mais bon, il faut bien écrire des programmes. Il y a deux zones d'activité principales. Un crossfader que Constanzo a construit lui-même avec un Arduino Teensy et une imprimante 3D. Cela, d'ailleurs, est une notion qui mérite toute une discussion à part. Et un petit micro à condensateur sur la surface de la caisse claire. Lui aussi enveloppé d'une coque qu'il a construit maison avec l'imprimante 3D. Il transpose des gestes turntablisme directement vers cette configuration. Ici, la surface de la caisse claire remplace le vinyle. Le micro à condensateur est appliqué directement sur la surface ou parfois en écrasant un petit morceau de feutre ou encore mis contre une sélection de peignes. Le son du micro est dirigé vers l'ordinateur et va déclencher certaines choses dans le patch. Il y a aussi un déclencheur sur la grosse caisse vers le patch et un contrôleur MIDI Novation Dicer attaché à la caisse claire pour changer de modalité. Sinon, il y a également 6 petits robots placés autour du public qui frappent des crotales avec des battants en bois et en plastique qui sont également contrôlés par le patch. Donc, voyons, voyons un peu le déroulement du patch. Donc, encore ici, nous voyons en forme de réseau, mais il y a aussi le patch parent à droite sorti de mode présentation. Donc, très rapidement, il y a 3 chemins de signal principal. Donc, le premier, SPA, va recevoir le son du micro à condensateur et va déclencher plusieurs choses selon le mode, soit le déclenchement de robots de Crotal, puis le déclenchement de samples d'une bibliothèque de samples de divers objets en métal. Il y a tout un travail d'analyse sur l'audio entrant pour choisir les samples que je n'expliciterai pas ici. Ces samples passent par un effet wavefolder, puis un effet cloud. Nous reviendrons sur ces modules dans un instant. Le deuxième, SPB, sera aussi le son du micro à condensateur. Et ici, c'est ce son même qui est traité par l'effet DIRT et l'effet wavefolder à nouveau, avant d'être envoyé dans le même module cloud que le premier chemin. Et enfin, le troisième SPC est déclenché par la grosse caisse et déclenche une petite bibliothèque de samples de gong. Donc, ces 3 modules vont nous intéresser beaucoup. Le DIRT va impliquer 2 types de distorsions différentes, une simple distorsion à clip et une distorsion cubique non linéaire. Le module wavefolder applique un effet de wavefolding standard. Et le module cloud est un peu plus unique et intéressant. Il s'agit d'un granulateur en temps réel qui sépare l'audio en contenu harmonique, percussif et transient. Le paramètre timbre va contrôler le mix entre ces 3 éléments à la sortie. Donc, nous avons donc ces 3 éléments principaux de modulation à l'intérieur du patch et 3 sources de son que nous sommes susceptibles à entendre pendant la performance, sans compter les robots de Crotal, à savoir les 2 bibliothèques de samples et le son du micro à condensateur.
Étant donné que nous souhaitons accéder à l'ensemble de potentialités sonores de cet instrument, il faut déjà prendre en compte tous les sons de ces bibliothèques, même s'ils ne sont pas tous forcément entendus lors de la performance. Ensuite, il faut essayer de voir tous les sons que ces modules peuvent produire. Donc, comme je l'explique dans l'article, je suis une méthode à 3 étapes pour faire cela. Nous allons d'abord itérer à travers toutes les étapes possibles d'un module, décrire les résultats avec différents descripteurs, puis visualiser les résultats dans un espace à 2 dimensions grâce à plusieurs algorithmes de réduction de la dimensionnalité. Donc, pour faire cela, j'ai créé ces outils dans Max qui s'est fermé à un moment. Bon, ben, on va voir si ça va s'ouvrir, mais en gros... oui, donc j'ai créé des outils dans Max et dans Python, utilisant d'ailleurs quelques outils de flux coma. Donc on verra dans le patch qui est toujours en travaux qu'il y a ces différentes étapes. Bon, Max a l'air d'être lent à se lancer. Ah non. Hop. Ah, ok, c'est pour ça. Bon, on va revenir là-dessus dans un instant. Donc, dit comme ça paraît bien simple, mais... Ah, voilà. Alors, bon, ça, c'est autre chose. Mais voici donc le patch pour faire ces visualisations. Donc, on prend l'audio qui entre ici. On fait de la découpe, si on veut, avec plusieurs types de découpes. Après, on fait de la description. Il y a plusieurs descripteurs ici. On reviendra là-dessus. La réduction et il y a une visualisation en 2 dimensions. Bref, donc ça paraît simple comme ça, mais en réalité, on rencontre pas mal de problèmes. Donc, constatant déjà ce que l'on souhaiterait voir, il y a 4 chemins de signal différents. Donc, le bibliothèque de métal, puis WaveFolder, puis Cloud dans le SPA, le micro-condensateur DIRT, puis Cloud dans SPB, le micro-condensateur à nouveau, DIRT, WaveFolder et Cloud dans le SPB à nouveau, et enfin, la bibliothèque de Gong qui passe par le WaveFolder. Nous voyons que si nous souhaitons pousser notre idée jusqu'au bout, il faudrait passer chaque son de ces bibliothèques, je vous informe qu'il y en a plus de 3000 dans la bibliothèque de métal, et tous les sons possibles du micro à travers chaque état des effets. C'est ici que je peux évoquer les 3 limitations majeures de cette méthode. Donc d'abord, on a l'informatique. Donc beaucoup de ces processus requièrent beaucoup de puissance de computation et surtout beaucoup de temps. Par exemple, son humble MacBook Pro, ça peut prendre plusieurs heures de décrire avec les MFCC l'exemple des samples métal, l'ensemble des samples métal. De plus, il y a des limites à la quantité d'audio que l'on peut charger à un moment donné. Il y a des manières de contourner ça parfois, chose que nous retrouvons à faire, mais cela implique souvent des compromis. Ensuite, le problème des paramètres analogues. Donc, évidemment, on ne peut tenir compte de l'infinité de positions possibles d'un paramètre entre 0 et 1, par exemple. Il faut donc choisir une résolution d'itération, choisir quel saut on fera entre 2 états. Il faut également tenir en compte le produit cartésien que cela implique. Par exemple, avec une résolution de 0,25, la module Cloud a 87 500 états différents, alors qu'avec une résolution de 0,5, nous réduisons ce nombre à 6804. Et enfin, il y a tout simplement le nombre incalculable d'autres variables qui entrent en jeu dans le son d'un instrument. Donc, nous ne parviendrions jamais à tenir compte de tout. Nous pouvons en revanche faire des choix intelligents afin d'arriver à une étendue de possibilités approximatives qui seront utiles pour notre analyse. Il faut accepter ces limites et reconnaître que la compréhension que nous allons en tirer, bien que détaillée, ne pourra jamais contenir toute la réalité. Enfin, c'est une des grandes questions de l'analyse qui a déjà été bien bâtie par d'autres avant moi. Je ne m'attarderai pas dessus. Il faut donc choisir quels sons nous souhaitons passer dans notre itération de notre effet. Il faut essayer de choisir des sons qui sont représentatifs de l'ensemble de la bibliothèque. Effectivement, nous voyons qu'il faudrait répéter cet exercice à plusieurs moments en suivant le chemin de signal. Donc, avec la bibliothèque de Gong, c'est relativement facile puisqu'il n'y a que 21 éléments. En revanche, avec la bibliothèque métal, il y en a plus de 3000 et notre corpus de son à micro-condensateur récolté de la performance et des performances antérieures compte presque 500.
Donc, pour pouvoir mieux cerner les différents timbres et morphologies de son, nous pouvons effectuer une première visualisation en utilisant notre méthode. J'ai quelques visualisations ici. Donc là, on voit la bibliothèque Metal. Comme vous voyez ici, nous avons essayé toutes sortes de combinaisons de descripteurs, donc les MFCC, les Melbands, les pitch, loudness, et différents descripteurs de forme, différentes tailles de fenêtres FFT et différents algorithmes de réduction de la dimensionnalité, donc PCA, UMAP, ISOMAP, TSNE, Self-Organizing Maps, MDS et d'autres. Le choix doit se faire en fonction du matériel et en fonction de ce que l'on cherche. Dans notre cas, nous souhaitons accéder à des clusters de sons qui se ressemblent. Donc pour cela, nous avons finalement trouvé que le meilleur descripteur à utiliser semblait être le MFCC. Le meilleur algorithme de réduction est plus variable, mais il y en a qui semblent ne jamais marcher. Le Self-Organizing Map était toujours catastrophique, dû peut-être à une mauvaise implémentation de ma part. Mais nous avons toujours trouvé les résultats de TSNE très satisfaisants, peu importe le type de matériel. Donc on peut voir, par exemple, avec les MFCC, le TSNE, non, ça c'est Shape, pardon. Bon, déjà là, ça marche pas mal, mais voilà. Donc on voit qu'il y a plein de petits clusters, et peut-être pour juste montrer à quel point cet algorithme marche bien, nous voyons que nous nous retrouvons avec des sons qui se ressemblent quand même pas mal. Alors, donc, parallèlement, il y a bien d'autres choses que l'on pourrait faire en plus. Par exemple, il semblerait que si nous accordons moins d'importance proportionnelle aux bandes supérieures du MFCC, nous obtenons de meilleurs résultats. Mais encore une fois, je suis satisfait des résultats que j'ai obtenus et plus, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, nous avons regardé les résultats de la bibliothèque Metal. Ce genre de visualisation me permet d'effectuer une petite analyse morphologique sur les sons de chaque cluster et de choisir les bons samples en fonction. Ensuite, je passe les sons choisis dans l'itération des effets. Donc ça, c'était le patch que j'ai utilisé pour faire cela. Donc c'est pas très bien rangé, mais nous voyons assez facilement le fonctionnement. Ensuite, nous pouvons encore faire une réduction de ces résultats pour choisir des sons à envoyer à la prochaine étape du chemin de signal. Et ils sont tous ici dans ce petit truc, dans un browser que j'ai fait qui accompagnera ma thèse. Ils sont tous consultables. Enfin, nous arrivons à une distribution dans l'espace que l'on peut reconnecter à l'effet. Et juste pour montrer que ça fonctionne bien, voici une petite vidéo qui montre... alors ici, je passe entre sélection et effet. Et ici, vous avez l'effet même. Donc, vous allez voir que c'est assez proche. J'espère que ça ne va pas être trop fort. Je m'excuse si c'est le cas. Là, on voit que ça passe par l'effet. Bref, nous voyons l'idée. Donc, ensuite, nous pouvons prendre toutes ces données et les mettre ensemble pour les visualiser en même temps. Je fais de la gymnastique de souris. Hop, voici. Alors, donc, ici, nous voyons en même temps, dans le même espace, les trois corpus de son, donc métal, gong et micro, et les quatre chemins de signal des effets, et également une segmentation de la performance elle-même. Effectivement, nous souhaiterions voir quelle partie de cet espace Constanzo a exploré pendant sa performance. Donc, voici les résultats. Nous voyons donc en rouge le corpus de micro-condensateur, en rose le corpus de gong, en orange le corpus de métal. Je vais montrer le TSNE plutôt. Puis nous avons le Gong Wavefolder en vert, le Metal Wavefolder Cloud en violet, le Micro Dirt Cloud en bleu clair et le Micro Dirt Wavefolder Cloud en bleu foncé. Et malheureusement, que voyons-nous en blanc? La segmentation de la performance.
Donc, nous découvrons qu'effectivement, les algorithmes de réduction de la dimensionnalité fonctionnent peut-être bien trop bien dans ce cas. Donc, il y a suffisamment de similarités dans le timbre, de la segmentation, de la performance, et assez de différences entre l'aspect de cet enregistrement et ceux effectués dans l'ordinateur lors de nos expériences, que nous retrouvons la performance dans sa propre cluster séparé. En effet, si nous repensons à l'utilité que nous souhaitons en tirer des algorithmes de réduction, à cette étape, il s'agit plus de trouver des clusters, mais en fait de remplir un espace. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé que le Self-Organizing Map aurait pu nous aider, c'est ici, mais bon, les résultats ne sont pas satisfaisants. L'espace est effectivement rempli, mais il ne semble pas y avoir de logique de proximité dans l'espace. Cela étant dit, l'expérience n'est pas un échec total, bien qu'une visualisation d'un déplacement dans cet espace d'ensemble aurait été intéressant. Nous nous retrouvons tout de même avec des visualisations de l'étendue des possibilités de chaque chemin de signal, ce qui nous a permis de comprendre davantage les effets et les possibilités de l'instrument. D'ailleurs, l'idée d'un questionnement et de déplacement dans cet espace n'est pas complètement évacuée, car il reste la question des presets. En effet, pour les effets WaveFolder et DIRT, Constanzo change en fait très peu les paramètres de ces modules pendant la performance. Nous avons pu localiser les positions de ces presets dans l'espace. Une étape qui sera fascinante va être de confronter Constanzo à ces objets et l'interroger sur les raisons de ses choix et découvrir à quel point il était conscient de l'étendue sonore de ces effets. De plus, il faudrait peut-être penser juste à conclure en 2-3 minutes si c'est possible, parce que le temps est... Oui, ça arrive. Merci. Donc, de plus, nous retrouvons tout de même avec un objet qui va être très utile pour la suite de notre analyse, que je vais présenter pour la discussion. Donc, ça va être ceci. Nous allons pouvoir considérer simplement la segmentation et la réduction de la performance qu'en étant son propre espace sonore dans lequel Constanzo s'est déplacé, et nous pouvons créer une visualisation qui comprend véritablement la performance comme un déplacement dans un espace tembral. Donc, on va regarder un très court extrait de ça. Bon, je ne vais pas faire plus que ça parce que j'aimerais conclure quand même. Donc, ce genre de visualisation est très excitant pour moi. Nous voyons très clairement cette performance comme un déplacement dans un espace timbral, avec de véritables gestes dans le mouvement dans cet espace. Ceci va accompagner une idée que je souhaite développer lors de mes recherches, celle de l'analyse qui sera rapprochée à une activité comme la randonnée ou la déambulation. Effectivement, j'évoque dans mon article pour Jim l'idée d'analyse cartographique et cartologique. L'idée étant non seulement d'identifier et de cartographier les différents réseaux créés par l'artiste, mais aussi d'insérer les objets que nous créons lors de notre analyse au sein de ces réseaux et de déambuler dans ces espaces et de faire l'expérience des réseaux de ces nouvelles perspectives. Donc, je vais conclure en disant que il est mon souhait que ce type d'approche, qui sera d'ailleurs difficile sans l'aide d'ordinateur, puisse proposer un début d'application de ce que l'on pourrait considérer comme le paradigme réseau dans l'analyse musicale. Bien entendu, il ne s'agit pas d'appliquer les théories de Latour, Ingold ou Sloterdijk à la lettre, mais une analyse qui partira de ces perspectives nous accorde, à mon avis, une vision de la musique qui approche plus au processus, plus à l'activité d'être humain avec des objets, une vision qui sera moins fixée sur un objet, qui reconnaîtra la complexité et l'étendue de l'infinité d'agents humains ou non humains qui participent à sa création. Donc, comme nous le rappellent Magnusson et Stigler, les instruments sont des objets qui grammatisent la pensée musicale, des véritables réifications d'un flux de pensée qui semble sinon si difficile à saisir. Ce sont des lieux incroyablement riches d'interfaces entre son, musique, expérience haptique, ergonomie et design visuel, dans lesquels s'inscrit un nombre incalculable d'idées sociologiques, esthétiques et poétiques. Bref, ce sont des objets fascinants à étudier. Je vous remercie de votre attention. Je fiche très rapidement quelques références bibliographiques et si vous avez des questions, je m'en réjouirai de vous répondre. Merci beaucoup, Jacob, d'avoir tenu le temps. S'il y a des questions, vous pouvez utiliser le petit onglet « Lever la main » ou simplement vous signaler dans le chat ou éventuellement prendre la parole directement.
Y a-t-il des questions de la salle, hein? Si le temps vous inquiète pour poser vos questions, vous pouvez aussi le faire dans le serveur Discord. Il y a un chat dédié pour la session 2 où vous pourrez poser vos questions directement. Et Jacob est sur le serveur, donc il n'y a pas de souci, il répondra. Tout à fait. Alors, je vérifie s'il y a une main levée pour n'oublier personne. Sinon, je vais peut-être poser une petite question à Jacob. Vous écrivez dans votre article qu'il y avait éventuellement des prolongements possibles avec des instruments acoustiques. Donc je me demandais effectivement comment vous souhaitiez procéder. Puis je m'interrogeais un petit peu aussi sur ces espaces de timbre que vous proposez. On a entendu d'ailleurs dans la conférence de Philippe Essing ce matin, voilà, il a aussi évoqué cette notion d'espace de timbre, mais plutôt d'un point de vue perceptif. Alors comment se différencient en fait les espaces de timbre dans votre travail? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'espaces de timbre au sein d'une œuvre musicale ou des espaces de timbre relatifs à un instrument ou un dispositif instrumental? Voilà deux petites questions peut-être pour développer. Oui. Je pense que la différence principale, en fait, ce qui a été vu ce matin, je pense qu'avec les synthétiseurs, déjà, moi, j'ai regardé les choses qui modulent des instruments acoustiques, enfin, pas des instruments acoustiques, mais des choses acoustiques. Donc, on est immédiatement confronté à un problème qui est du geste, celui du geste, en fait. Parce que déjà, dans la segmentation des données que nous allons choisir à mettre dans l'itération, il y a des gestes qui vont également se développer dans le temps. Et donc, c'est quelque chose c'est quelque chose qui va être inscrit dans les visualisations que nous allons en tirer de ça. Aussi, du coup, avec la perspective que moi j'ai choisi d'adopter ici, je ne me soucie pas de devoir revenir en arrière pour partir de l'espace son vers ces paramètres. Donc, oui, je pense que je pense qu'il s'agit de la création d'un artefact qui est beaucoup plus singulier à l'œuvre. Et d'ailleurs, il s'agit d'un instrument qui est, bien entendu, très personnel à cet artiste. C'est quelque chose que lui développe et seulement lui en joue. Et donc, je pense que c'est réellement un artefact qui va pouvoir aider à saisir la pensée musicale de cette personne qui est inscrite, grammatisée dans cet instrument. Et la première question, je m'en souviens plus. C'était par rapport au prolongement de vos analyses sur des instruments acoustiques, par exemple? Oui, oui. Alors, en fait, oui, c'est une spéculation puisque, bon, dans le cadre de ce projet, il s'agit quasiment uniquement d'instruments numériques. Mais je pense qu'il serait tout à fait envisageable d'appliquer ce type de méthode. D'ailleurs, ça a été fait à l'université de Leeds, il me semble. Son nom m'échappe. Scott McLaughlin. Il est en train de faire en ce moment une étude qui utilise ce type de processus itératif, il me semble, pour catégoriser un son de clarinette. Après, c'est pour une utilisation un peu différente, mais c'est quelque chose qui est envisageable. En tout cas. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y a encore une courte question de la salle. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Donc, je vais remercier Jacob pour son intervention tout à fait intéressante. Merci beaucoup. Merci à vous.